Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, Kinopod tout seul. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui n'est peut-être pas à la hauteur des films dont je parle habituellement, mais qui me tient particulièrement à cœur, parce que justement j'y ai mis tout mon cœur. Mon premier film, 2003, Le pharmacien de garde. Alors, le pharmacien de garde a vu le jour grâce en particulier à un producteur du nom de Nicolas Vanier, à qui je voudrais tirer un coup de chapeau tout de suite en début d'émission, car il m'a fait confiance, il m'a produit mon premier court-métrage, La balade de Don, avec le grand Thierry Frémont qui jouait le rôle d'une espèce de Don Quichotte moderne qui s'attaquait au Moulin Rouge, que j'avais transformé en monstre guiguérien pour l'occasion. Donc j'avais ce court-métrage qui a été primé en festival. Et avec ce petit film sous le bras, je vais voir mon camarade Nicolas. On part avec mon camarade Nicolas Vanier plutôt en croisade pour trouver un casting. Alors c'est très compliqué le casting au cinéma parce que il faut des noms entre guillemets pour pouvoir monter des films. C'est vrai que au départ on est allé voir un petit peu des gens de la liste A, comme on dit, donc tous les gens qui se terminaient à l'époque en L, Cassel, Magimel, Dupontel. Alors, bon, c'est vrai que c'est un film qui est un film de genre, qui mélangeait plusieurs genres, donc on n'a pas eu tout à fait une approbation de leur part, on a même carrément eu un refus. J'ai rencontré Cassel, qui sortait des Rivières Pourpres, qui a été plutôt sympa, mais qui m'a dit qu'il ne voulait pas repartir dans un univers de serial killer, et qui a dit que le film était un petit peu naïf en termes de scénario. Peut-être avait-il raison. En tous les cas, j'ai voulu à l'époque mélanger les genres. C'était un truc qui se faisait un peu plus peut-être dans les pays anglo-saxons et un peu moins en France. Et c'est peut-être une des choses qu'on m'a reproché qui font que le film était un petit peu un ovni. C'est que j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en voulant intégrer des éléments de comédie, d'horreur, de films policiers. Mais c'était ce que j'aimais à l'époque, et toujours d'ailleurs, et en particulier donc les histoires de serial killer. On va revenir au casting dans un instant. Mais les serial killers, donc c'était un truc qui m'a toujours intéressé, en particulier les true crime stories. J'ai toujours été fasciné et terrorisé à la fois par le fait que les serial killers sont des stars en fait en Amérique. Il y a des cartes de baseball de serial killers, on peut les collectionner et tout le monde connaît le nom de Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer, mais personne ne se rappelle du nom de leur victime. Donc il y a véritablement une starification de ces monstres, et dans les années 70 en particulier, qui était une espèce d'âge d'or du serial killing en Amérique, avant la police scientifique, avant les caméras partout, avant les iPhones, les téléphones portables, et à une époque où le stop en particulier était très très à la mode. C'était une époque où florissaient à travers l'Amérique les serial killers, et donc cette part sombre de l'humanité avait déjà été explorée magnifiquement par le cinéma américain, en particulier avec des films comme Le Silence des agneaux ou Seven, qui sont encore aujourd'hui parmi mes films préférés de l'histoire du cinéma américain. Et moi, à mon tout petit niveau, donc je précise une fois de plus que si je parle de ce film, alors que je parle par ailleurs de grands chefs-d'œuvre, ce n'est pas du tout parce que je pense être dans la même catégorie, mais simplement parce que j'avais envie de raconter cette histoire et je pense que certaines personnes étaient intéressées de l'écouter de ma bouche. Donc toujours est-il que mélange de genre serial killer, mais j'avais envie de faire un serial killer qui peut-être contrairement à un John Doe ou à un Buffalo Bill, était un tueur qui avait une croisade qui était la bonne croisade, puisqu'il partait contre les pollueurs du monde entier et les punissait de façon, une espèce de justice poétique en les punissant par là où ils avaient péché. Un armateur était noyé dans le mazout après avoir causé une marée noire, un type qui vendait des cigarettes, un grand patron, un grand CEO de big Tobacco, comme on dit en Amérique, se faisait tuer en fumant plein de cigarettes grâce à un masque qui ressemblait un peu au masque de Bane avant l'heure d'ailleurs, que lui fabriquait notre ami Yann Lazarek, magnifiquement interprété par Vincent Perez. Ce qui nous amène donc au casting en fait, et Dieu que j'ai eu de la chance que tous ces acteurs dont le nom se termine en L refusent. Parce que je suis tombé sur une bénédiction, non seulement un grand acteur, mais en plus un acteur merveilleux pour tous les metteurs en scène du monde, mais aussi pour un premier metteur en scène, pour un jeune metteur en scène, quelqu'un qui m'a fait confiance, qui a été et qui est encore aujourd'hui une gentillesse exceptionnelle. Et c'est assez rare d'avoir cette combinaison à la fois de talent et de cœur. Donc c'est à lui aussi que je rends hommage aujourd'hui. En particulier, il me fallait un collaborateur, un allié costaud face au Ludion, à l'agent du chaos dont je vais parler maintenant, qui était Guillaume Depardieu.
Guillaume n'est plus des nôtres, il a traversé le monde et le cinéma comme une étoile filante. Un véritable poète maudit qui m'a bien fait chier sur mon plateau et qui en même temps, quand j'ai entendu certaines histoires d'horreur sur d'autres plateaux, a finalement été plutôt respectueux et à l'arrivée a amené autant au film qu'il en a soutiré en fait, puisque il, prenons les choses dans le détail. Je pense qu'il a amené, une fois de plus, à mon tout petit niveau, ce que des gens comme Mickey Rourke dans Angel Heart ou Heath Ledger dans The Dark Knight ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont amené de la vie dans le personnage. Quand on regarde les ongles de Heath Ledger dans le Dark Knight, il y a la peinture de son maquillage sous les ongles. Donc tout d'un coup, le chaos arrive et la vie entre. Moi, mon personnage de flic, il était assez, sinon traditionnel, en tous les cas plus lisse que la version que n'en a faite Guillaume Depardieu, qui a amené une humanité, son désespoir, sa détresse au personnage, et qui fait qu'à l'arrivée, il y a des moments qui sont véritablement émouvants et j'y crois. Mais en même temps, j'ai eu un type qui était fragilisé par les drogues qu'il avait pris par le passé, l'alcool qu'il continuait à prendre à l'époque, et qui avait du mal par moments à projeter ce que les Chinois appellent le chi, qui est cette espèce de force intérieure. Il ne l'avait pas tout le temps à l'écran. Heureusement, il jouait le rôle d'un type déjeté et déprimé, parce que s'il avait dû jouer le rôle de Superman, j'étais mal barré. Mais ce personnage de flic tragique au cœur brisé, ce qui l'empêche de faire son enquête d'ailleurs, ça me semblait être une caractérisation que je n'avais pas vue dans aucun film, et bien tout d'un coup, il est très émouvant, mais en même temps, il y a des moments où il y a un petit manque à gagner dans la force, dans l'énergie que devrait avoir ce flic, en particulier dans la deuxième partie, quand il découvre que son meilleur ami, que ce flic-là, enfin que le tueur qu'il poursuit est son ami. Donc. Avec Guillaume, ça a été difficile sur le plateau parce qu'en fait, le premier jour, j'ai réalisé qu'il n'apprenait pas son texte. Alors peut-être c'était qu'il avait des trous dans la tête ou alors que c'était compliqué comme exercice. Peut-être avait-il vu son père aussi qui commençait déjà à utiliser à la manière d'un Brando ou d'un Johnny Depp des antisèches. Alors ça m'a fait chier, j'ai mis un an à écrire ce scénario et je lui ai dit, tu n'apprends pas ton texte, qu'est-ce que tu fais? Alors et tout d'un coup, j'ai eu une espèce de petit enfant devant moi. C'est donc ce qui est drôle, c'est que Guillaume, je l'ai rencontré, il avait 10 ans. Je l'ai rencontré sur le tournage de La Chèvre, c'était déjà une espèce de petit enfant turbulent. Et ça s'est pas arrangé avec le temps. Et donc, il s'est un petit peu dégonflé comme ça devant moi. Les acteurs évitent, n'aiment pas beaucoup les confrontations en général. Et il est revenu le lendemain en disant je vais apprendre mon texte au rasoir. Mon père m'a dit que les Weber c'était une école de la discipline, enfin une espèce de texte très émouvant. J'avais des larmes dans les yeux. Et le lendemain, il savait pas son texte. Donc, je l'engueule une fois de plus devant tout le monde. Et le surlendemain, donc j'en reçois un coup de fil de son agent et qui me dit bon, il va falloir être un peu moins difficile, un peu moins dur avec Guillaume parce que sinon il risque de vous péter dans les doigts. Donc premier film, j'ai écouté, alors effectivement, je l'ai laissé un peu plus en liberté avec ses antisèches. Il y a des moments, notamment en voiture, où on voit sa pauvre tête qui part vers le bas et il lit le texte. Et il y a un moment particulièrement incroyable où on avait une scène, pour une fois, avec beaucoup de figurants, qui était une espèce de conférence sur l'écologie, et qui est la première rencontre entre Yann Lazarek et François Barrier, le flic du film. Et là, on avait 300 figurants. Donc, et Guillaume avait un texte assez compliqué à dire sur l'écologie, sur l'agriculture et sur l'utilisation des OGM. Et au début, les figurants étaient ravis d'être avec le fils de Pardieu. Il était charmant, plus ou moins. Et tout le monde était très content. Et petit à petit, il ne savait pas du tout son texte. Et on s'est retrouvé à faire un nombre incalculable de prises avec un plan assez compliqué à la Luma. Et petit à petit, les figurants se sont tournés contre lui. Et au début, il est entré sous les applaudissements et ils ont commencé à le siffler, à le huer, tellement il avait du mal à dire son texte et on passait des heures sur un truc qui aurait dû être beaucoup plus facile normalement. Donc ça, c'est un des souvenirs durs que j'ai aussi, et en particulier un autre souvenir assez dur qui est que, on va continuer dans le casting, j'ai le merveilleux Pascal Légitimus, il y a un truc, une espèce de truc que je voulais essayer dans le film qui était un petit peu les contre-emplois. C'est un truc que j'aime bien, c'est quand les gens sortent un petit peu de leur emploi, en particulier quand les comiques vont vers quelque chose d'un peu plus dramatique. Bon, l'exemple merveilleux, c'est Coluche dans Tiens Pantin. On voit Jim Carrey, on voit Bourvil. C'est toujours très intéressant pour moi, ce qui explique pourquoi je me retrouve avec Cadmerade, avec Atman Khelif, avec Pascal Légitimus, qui sont des comiques et qui sont un contre-emploi. Et même d'une certaine manière, Vincent Pérez, qu'on avait vu plus dans les rôles de jeunes premiers, que j'avais adoré dans Cyrano, que j'avais beaucoup aimé dans Le Bossu, était un personnage flamboyant, charmant et séduisant. Et
moi, j'avais vraiment envie d'un serial killer, en particulier avec ce combat. On dit que le diable est séduisant, qui soit plus proche d'un Norman Bates et qui est donc effectivement cette espèce d'attraction qu'il peut avoir sur les gens parce que c'est Vincent Pérez et qu'il est magnifique physiquement, en plus de son charisme. Donc, c'est pour ça que j'étais très heureux de l'avoir sur le plateau. Et donc, Pascal Légitimus arrive le premier jour. Il s'était fait un look magnifique. Il joue un travesti dans le film. Et il est très émouvant. Il a designé son look quand il n'est pas en travesti. C'est-à-dire qu'il s'est lui-même, il s'est fait couper les cheveux très courts et les a teints en blond à la Eminem. Et il a quelque chose de très émouvant, de très fragile, de très humain lui aussi. Et amène énormément au rôle, à mon avis, un des plus beaux rôles de sa carrière. Donc il arrive sur le plateau, et alors là, il y a un truc qui s'appelle le coup de foudre, et puis il y a un autre truc dont je voudrais trouver un mot, qui est le contraire du coup de foudre. C'est quand des gens se détestent à la première vision. C'est un peu ce qui est arrivé entre Pascal Légitimus et Guillaume Depardieu, ce qui est dommage parce qu'en fait, c'était censé être une histoire d'amitié entre les deux, et que leur scène n'était qu'ensemble. Donc, Pascal Légitimus arrive, lui, texte su, tête faite, professionnel jusqu'au bout des ongles vernis, et il se retrouve face à cet agent du chaos, le Joker, « Do you want to know how I got these scars ?» qui tout d'un coup fait n'importe quoi, tombe parce qu'il est sous et entraîne tous les projecteurs avec lui, et donc cet homme rigoureux habillé en femme et cet alcoolique, ce flic alcoolique, clash dès le début, et Guillaume Depardieu me convoque. Je ne sais pas s'il avait une loge ou si on était dans un bureau. Toujours est-il qu'il demande à me voir. Je vais le voir. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et là, il me dit, il me dit un truc étonnant. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Il me dit, je suis mort dans 5 ans. Il est mort 5 ans plus tard. Je ne veux pas me faire chier avec des connards. Tu fais toutes tes scènes avec Légitimus en chant contre chant. Je ne veux plus être dans la même pièce avec lui. Alors ça, je me dis, merde, c'est emmerdant. Donc j'arrive finalement à le convaincre, et heureusement, parce que ça c'est la magie du cinéma, on ne peut pas imaginer une seconde qu'il y a une animosité entre les deux à l'écran, et ça passe très très bien, cette espèce d'histoire un peu tendre entre ce flic et ce travelot, mais vraiment ça a été extrêmement difficile. Alors heureusement, justement de l'autre côté, que j'avais Vincent Pérez, qui lui a été donc cet amour dont je parlais à travers tout le long du film. Et je me rappellerai toujours de notre première rencontre quand après qu'il ait accepté le film, après avoir lu le script, je suis allé voir sur le plateau de son film à lui, parce qu'il est également metteur en scène et un très bon metteur en scène. Je vous recommande Une affaire d'honneur si vous ne l'avez pas encore vu, un formidable film où Roche Dizem fait un maître d'armes d'escrime dans la France du 19e siècle. Donc il était en train de tourner un film avec Guillaume Depardieu, donc ils étaient très amis déjà à l'époque, ils se connaissaient, ce qui a beaucoup aidé mon film aussi. Et il tournait Peau d'ange. Et moi, j'arrive, jeune metteur en scène, ou même pas metteur en scène, jeune con, qui arrive comme ça sur le plateau de Vincent Pérez. Et je me rappelle, il avait un gilet, il avait une chemise, et il sortait tout droit c'était une gravure de mode. Et en plus, il filmait lui-même son film. Il avait la caméra à l'épaule, et il virevoltait comme une espèce de papillon merveilleux. Et j'ai été tout à fait séduit par ce type dès que je suis arrivé. Et qui a été d'une gentillesse merveilleuse, qui donc justement a vu ce metteur en scène débutant et n'a pas à aucun moment essayé de détourner mon film ou de faire quoi que ce soit. Et ça a été le début d'une formidable amitié qui continue encore jusqu'à ce jour, puisque j'ai eu la chance de l'avoir il y a quelques semaines encore dans le podcast pour qu'il parle de son extraordinaire travail dans Cyrano. Alors, bon, les acteurs, j'ai la merveilleuse Clara Bellard aussi, que j'avais eu la chance d'avoir dans mon court-métrage et qui est merveilleuse dans AI, qui fait la nanny Android de AI. Donc, et elle a fait également l'exorciste de Schrader, celui qui n'est pas sorti. Je crois qu'ils ont sorti celui de Rémi Harlin. Mais en tous les cas, c'est une merveilleuse actrice. Et à propos de merveilleuse actrice, j'avais également Alice Taglioni, dont la beauté n'a d'égal que le talent. Et donc, c'était vraiment un casting en or avec Rochelle Redfield, dont je ne connaissais pas le sitcom. Je ne sais pas si c'est Le miel et les abeilles, ou je sais pas, excusez-moi. Mais en tous les cas, c'est aussi, paraît-il, un contrepoint, puisqu'elle fait la patronne d'un grand groupe de cosmétiques, et elle est punie, elle aussi, par là où elle a péché.
Donc, j'avais également Pascal Demelon dans un petit rôle. J'ai la chance d'avoir des acteurs qui très confirmés, comme Pascal Demelon, comme Kad Merad, justement, comme je disais, Watman Khelif, qui ont accepté parce qu'ils aimaient bien l'histoire et peut-être ma personnalité aussi, de partir dans l'aventure d'un premier film, ce qui n'est pas toujours évident, mais vraiment formidable. Donc, depuis, j'ai fait un deuxième film qui s'appelle Bipolar, qui est une espèce de version moderne de Jekyll et Hyde en found footage, qui est cette façon de filmer comme dans Paranormal Activity ou Blair Witch Project, quand on n'a pas d'argent. Et donc, c'est un film qu'on peut trouver sur les plateformes numériques américaines, mais il n'est pas sous-titré. Donc, si vous n'êtes pas anglophone, c'est pas utile de faire de recherche là-dessus. Et donc, le film sort. Il a plutôt des critiques mitigées, on va dire. Bon, c'est vrai que je dis que ce côté ovni, ce mélange de genres, ce fait que peut-être il n'y avait pas beaucoup de films de genre encore à l'époque en France. C'était un truc qu'on ne faisait pas énormément. Fait que, en plus, on ne parlait pas beaucoup d'écologie non plus. Moi, ça venait de mon amour pour Soleil Vert, bien sûr. Et cette idée d'avoir donc ce serial killer qui est une cause juste. Et il n'a pas de prénom. Mais, et de créer donc avec Laurent Gamelon, le formidable Laurent Gamelon qui a une puissance comique et physique, qui me fait penser à ces acteurs américains qui jouent des flics dans les films américains. Et c'est ce genre de couple que je voulais créer avec Guillaume Depardieu, qui lui était très intéressé pour jouer un flic, vu qu'en général dans la vie il était plutôt de l'autre côté de la loi. Donc là tout d'un coup j'ai créé un flic qui, en fait, pour moi dans ma tête, une fois de plus, toute proportion gardée, mon Dieu, était un hommage à Dieu Poulet, Aventura et Patrick Devers, écrit par mon père, un des plus beaux couples de flics du cinéma, aussi beau que Roy Scheider et Gene Hackman à mon avis, et également bien sûr Jean-Paul Belmondo et Charles Denner, les partenaires merveilleux dans Peur sur la ville. Donc c'était ce duo de flics très français. Je voulais que le film soit un polar entre guillemets à l'américaine, mais en gardant son identité française, un peu ce qu'avait réussi mieux que moi Robin Davis avec le formidable La guerre des polices. Donc il y avait cette dimension de serial killer qui aujourd'hui est un peu démodé, ça appartient plus à la télévision, au streaming ou au podcast de True Crime, ou alors aux séries comme celle qui a été faite récemment sur Jeffrey Dahmer, ouais, et sur les frères Menendez. Donc il n'y a plus beaucoup de serial killers au cinéma, effectivement. Il y en a un qui a bien marché il y a pas très longtemps avec le héros du podcast qui est Longlegs, avec Nicolas Cage, qui est une espèce de film dans l'esprit du Silence des agneaux, en moins réussi. Mais c'est vrai que ça a un petit peu disparu aujourd'hui des écrans. Alors, j'ai eu une équipe technique absolument merveilleuse aussi, avec un très grand directeur artistique du nom de Hat Wang, qui malheureusement nous a quittés, qui a fait également l'Astérix d'Alain Chabat et plein de grands films, et qui m'a aidé à designer le laboratoire du pharmacien, qui était une espèce d'hommage au film de la Hammer et à tous ces films d'horreur que j'avais aimés quand j'étais plus jeune. Georges Klotz, le merveilleux Georges Klotz au montage, qui avait travaillé avec mon père. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de techniciens qui avaient travaillé avec mon père et qui ont eu la gentillesse de me suivre dans cette aventure. Le merveilleux Laurent Fleuteau à la lumière, chef opérateur, qui lui aussi a été très gentil, alors qu'il aurait pu, sinon mépriser, du moins prendre de haut un petit peu ce metteur en scène qui n'y connaissait pas grand-chose, qui n'y connaît toujours pas grand-chose d'ailleurs. Mais il a été formidable, comme Patrick de Ranter aussi. Je voudrais rendre hommage à Patrick de Ranter, qui est un grand steadicammer, peut-être le plus grand steadicammer en France, et qui me fait penser au Garrett Brown, l'inventeur, et qui est un type qui est à la fois très gentil, charmant, et en même temps un extraordinaire, talentueux technicien de Steadicam, qui est un outil merveilleux, comme on le sait. Marco Prince à la musique. Il a fait une très belle musique qui mélange à la fois les sons de l'Afrique avec le heavy metal. C'est moi qui avais envie, justement, à la manière du film, de mélanger plusieurs genres de musique. Cheers! Et Françoise Ménidret, au casting, une fois de plus, une collaboratrice de mon papa, a été magnifique et m'a aidé à trouver beaucoup d'acteurs. Je voudrais également rendre un coup de chapeau à une autre femme merveilleuse qui m'a accompagné et qui a été une alliée hors pair, qui est Isabelle Thévenet, qui était la personne qui s'occupait du script, qui était de la continuité, c'est-à-dire pour pas que les gens se retrouvent à fumer des cigarettes qui changent de distance, de longueur à l'écran. Eh bien, il y a quelqu'un est là à suivre les manœuvres de tous les comédiens avec des polaroïds, des notes, etc., pour qu'il n'y ait pas des problèmes de raccord. Donc elle a été merveilleuse, elle a été Pierre Kéféléan aussi, qui a fait les décors de façon sublime, et Benoît Lestan, qui a fait les effets spéciaux et qui était ravi. Malheureusement, il n'est plus des nôtres, Benoît.
mais c'est un des très très grands talents français qu'on avait, en particulier dans le domaine des effets spéciaux, et il était ravi tout d'un coup de pouvoir faire des choses qu'on ne faisait pas trop encore en France à l'époque. Maintenant, le cinéma français a un cinéma de genre beaucoup plus sain de nos jours, beaucoup plus en forme, et on voit effectivement que les films commencent même à marcher de façon spectaculaire, comme La Substance de Coralie Farja par exemple. Donc effectivement, là, maintenant, il n'y a plus de complexe vis-à-vis du film de genre, et c'est formidable parce qu'il y a des choses très belles qui peuvent être faites, et on en voit chaque année. Donc effectivement, heureusement, longue vie au cinéma fantastique français et au cinéma de genre en général. Et merci de nous accompagner toujours dans cette aventure KinoPod. Alors, chaque semaine, on a un peu plus d'auditeurs, et donc continuez à porter la bonne parole, likez, followez, commentez, partagez, partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur YouTube, avec la chaîne Abracadapod, où chaque semaine, Romain Lenoff nous offre une magnifique nouvelle vidéo, presque chaque semaine, on va dire. Et donc, on se retrouve dans quelques jours pour Kinobond, avec l'homme au pistolet d'or, et bien sûr d'autres kinopods, et plein de surprises et plein d'invités. Merci, Jean Weber, signing off.